William, bonjour à nouveau. Eric, bonjour. Bonjour. Rich, bonjour. Depuis mardi, l'actualité est dominée justement par ce sujet-là. Les vagues d'arrestation dans la matinée du mardi pour atteinte à la sûreté de l'État. On a pu avoir en toute la journée du mardi la position des avocats des personnes qui ont été arrêtées. Puis hier, on a eu la version officielle de la justice à travers le procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On va aborder le sujet sur 3 angles. On va déjà commencer par faire les constats, notamment à travers les arrestations. Puis après, on va jeter un coup d'œil sur les différentes versions que nous avons. Et à la fin, on verra tout ce que cela peut entraîner, je dois dire, dans le quotidien d'abord de Béninois, mais aussi et surtout dans le champ de la politique. N'oubliez surtout pas qu'on est en ligne de mire là, 2026, qui n'est plus totalement loin. Alors, William, on va commencer déjà par les faits. Très tôt le matin, du mardi matin, on apprend donc que Olivier Bokor et Osvaldo Meki, et ensuite le patron de la garde rapproché de Patrice Talon, le colonel Thévo Edret, sont arrêtés. Surprise générale, hein? On s'attendait à tout sauf peut-être à une arrestation d'un ami aussi proche comme Olivier Bokor. Le numéro 2 de la galaxie Talon, dans le landerneau politique actuel, l'homme le plus en vue après Patrice Talon. C'est bien étonnant. Vous savez, un divorce est né entre Osvaldo Meki et Patrice Talon pour Olivier Bokor. Osvaldo Meki a déposé le tablier d'un portefeuille ministériel qu'il avait depuis la cession au pouvoir de Patrice Talon. Il s'en est allé. La brouille ne s'est pas totalement éteinte, sinon on n'a pas revu des odyssées entre les deux hommes. Là-dessus, quelques petits espoirs, ou en bonne lecture, on peut lire qu'il était possible de voir peut-être le torchon brûler davantage entre ces deux personnes. Contrairement à Olivier Bokor, dont certes on a écho des mouvements de jeunesse qui suscitent la candidature, des mouvements dont les activités sont en dents de scie, parce que ils ont le vent en poupe par moment. Plus tard, on sent une grande discrétion, et plus tard, ils reviennent à la face du monde, ils reviennent à la charge, encore pour trouver que Omeki est bien placé. À part cet élément de discorde qu'on pourrait lire de loin, puisque Patrice Talon a formellement dit que le débat sur sa succession devrait être pour le moment mis de côté, et que à 6 mois de la présidentielle, le débat referait surface. On peut s'imaginer que cet élément pourrait être un point de désaccord. Mais au-delà de ça, on ignore totalement dans l'opinion publique et à la face du monde ce qui pourrait... quand même des bruits de couloir à mettre l'accent sur, je dois dire, la bruit qui s'accentuerait entre les vieux amis, les vieux partenaires d'affaires et les vieux partenaires politiques, les vieux complices politiques, je veux dire. Tout à fait, des bruits de couloir, vous le dites, et qui ont concouru à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce qu'il y a l'usure du pouvoir dans toute démocratie. Regardez ce que Macron subit. Et pourtant, il a eu l'assentiment des Français pour ces demandes. L'usure du pouvoir, les contingences politiques, parce que, reconnaissons-le, c'est le bras armé de Patrice Talon également dans l'arène politique. Toutes ces choses, aujourd'hui, ont créé la synergie de circonstances crée aujourd'hui ce que nous voyons, la brouille entre les deux hommes. Pour répondre en une phrase à votre question, je dirais que ce n'était pas inattendu, voire ainsi proche de Patrice Talon, arrêté, interpellé ou cité dans un dossier sulfureux de ce niveau qui creve l'œil comme un coup d'État. Ce n'était pas prévisible, sinon les moins de 20 ou les peu doués en la matière ne pouvaient deviner cet état de choses. Ces arrestations, pour moi, m'ont amené à me prononcer, enfin, à avoir une analyse sur 3 points. Premièrement, c'est que la brouille qui se murmurait et dont parlaient beaucoup de personnes, eh bien, cette brouille-là existait au lendemain de ces arrestations. La deuxième chose, c'est que
Pour moi, sous le règne de Patrice Talon, personne n'est intouchable. Vous avez beau être le plus proche de Patrice Talon, vous avez beau être ministre, vous avez beau être n'importe qui, c'est que s'il y a des choses qui vous sont reprochées, vous pouvez être touché, arrêté. Et la preuve, nous avons aujourd'hui Oswald Romeki, ancien, celui-là qui a bataillé pour l'arrivée de Patrice Talon, qui a servi dans son gouvernement pendant des années, qui est arrêté. Olivier Bokor, qui est son proche, j'ai entendu dire que en dehors de son épouse, c'est celui-là qui peut lui donner à manger même dans l'obscurité. Oui, il l'a dit sur la place publique. Hein. Et voilà. Et donc, celui-là qui peut lui donner à manger même dans l'obscurité et qu'il mange sans s'inquiéter, celui-là est arrêté aujourd'hui. C'est la preuve que, eh bien, quand on est chef d'État, lorsqu'on est Patrice Talon ou même un autre chef de l'État, lorsque vers la fin d'un mandat ou à n'importe quel moment, on vous reproche des choses, on peut vous prendre. Oui, mais ce n'est pas le premier régime qui enferme un ami proche du chef de l'État. Le Sénégal avec un certain Léopold Sédar Senghor et son ami de vieille date. On a connu ça. Au Burkina Faso, on a connu ça. Ce n'est pas une singularité béninoise. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et la troisième chose pour moi, c'est que en politique, il faut faire très attention. La preuve, lorsque vous checkez un peu aujourd'hui, dans l'opinion, les gens continuent de prendre ça avec beaucoup de pincettes. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le politique ou les politiques de préparer encore autre chose à servir au peuple? Parce que tous ceux qui m'ont joint... Pourquoi on est tout le temps suspicieux? Non, les gens ont raison. Les gens ont raison parce que par le passé, nous avons vu que, eh bien, les gens qui ont subi ce sort-là sont revenus tel que vous le savez. Et mieux, c'est que tous ceux qui vous appellent aujourd'hui, parce que vous portez le titre de journaliste, la première question qu'on vous pose, on vous dit, ben, moi j'ai plein de messages dans mon inbox, là, on me dit, est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Même à la régie tout à l'heure, voilà. On m'a demandé si tout ce qui se passait était vraiment réel. Les Béninois sont encore un peu dubitatifs, très réservés sur le riche. Ouais. Tout de suite, moi je vais commencer par applaudir les détenteurs de nos traditions, les chefs de culte qui, je voudrais bien vous rappeler ceci, lorsque le Tofa Saaklan a été tiré, il a bien été dit qu'au sommet de l'État, il faut faire attention de son plus proche ami et qu'une trahison pourrait venir de son plus proche ami. Le Saaklan l'avait dit, le Tofa l'avait dit. Donc je dis d'abord bravo à nos têtes couronnées, tout simplement pour faire comprendre que il faut rendre justice à qui dedans. Même quand on parle là, de politique, puisque le Fa autrefois était utilisé beaucoup plus pour la politique. Et si vous consultez l'histoire, vous allez comprendre que même avant d'aller guerroyer, donc pour vous, premier d'analyse, le Fa a raison. Le Fa a raison, d'une certaine manière. Deuxième aspect, nous n'avons que la confirmation de toutes les rumeurs que nous avons depuis plus de 6 mois. Effectivement, depuis un certain moment, on sentait qu'il y avait un malaise profond au sein du clan Rupture, au sein du clan Nouveau Départ. Et on se demande, est-ce que c'est juste une parodie de guerre ou plutôt une vraie guerre entre les deux frères ou plutôt les deux amis? Aujourd'hui, les faits commencent par transparaître. Vous avez les preuves que le tribunal a sorties et qui font état de ce que c'est carrément une opération minutieusement préparée. Mais l'autre chose, quand vous regardez au sein de la masse publique, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, que tout le monde se demande si c'est vrai. Parce que de plus en plus, la population se dit, est-ce que on n'est pas en train de passer le plus proche ami, sinon le plus fidèle des frères, en une image de victime, en une image de quelqu'un pour qui on doit s'apitoyer, et au finish, le renvoyer peut-être en exil, ou peut-être le mettre sur le banc de la touche, et puis le peuple va commencer par manifester une certaine compassion vis-à-vis de lui, puisque l'histoire de notre pays a toujours montré que... Ah non, pas toujours. Ah oui, non, l'histoire l'a montré. On en a vu d'autres. L'histoire l'a montré. Il a été élu en 2002. L'histoire l'a montré que très souvent, celui qui a été victime est souvent applaudi, ou du moins se suscité, porté par
par le peuple. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le peuple béninois se demande, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est la réalité ou pas? Mais le plus important, c'est déjà que le dossier est pendant devant la justice. Nous allons laisser la justice faire son travail. En attendant, nous avions notre lecture à faire de tout ce qu'on a à disposition comme information. Eric. Oui, le procureur a bien fait de vite sorti pour nous donner ces toutes premières informations de façon officielle sur cette affaire. Grosse surprise, absolument, parce qu'on pouvait tout imaginer, sauf, comment on dit, une tentative de coup d'État, surtout venant de ces personnes, justement. Parce le que pouvoir déchire les amis. L'argent déchire les amis. La femme déchire les amis. Je suis d'accord. Je pars du principe de ce qu'on nous a présenté, justement, Oswald Omeki comme non seulement ministre, mais aussi il a été considéré comme un fils de la famille présidentielle, justement. Olivier Boko n'en parlons plus. Ok, amis, proches, que ce soit dans les affaires, qu'en politique, et tout ce qu'on peut véritablement imaginer. Et je suis sûr que dans la vie de ces hommes, il est déjà arrivé à plusieurs occasions où il y a eu des relations tendues. Entre amis, ça peut arriver. Justement, c'est pas parce qu'on est des amis inséparables que nous ne connaissons pas des moments de difficulté où on peut se manquer de se saluer. Toujours est-il qu'on trouve toujours la formule de s'entendre. Et donc, moi, je me disais, effectivement, tout ce qu'on attendait comme rapport tendu entre ces hommes, Johannes Dagnon et bien d'autres personnes, on allait trouver toujours la formule de s'arranger, comme c'est peut-être déjà arrivé une fois dans leur vie. Pas aller jusqu'à à tenter, justement, à renverser le pouvoir. C'est là la grosse surprise, justement, de cette affaire, et qui amène aussi l'opinion à observer ce silence depuis que cette affaire a commencé, où on s'interroge, est-ce qu'on n'est pas en train de nous dérouler un scénario, n'est-ce pas, dans la perspective des élections de 2026, ou sommes-nous vraiment en face d'une affaire de tentative de coup d'État, tel que ça a été prononcé par le procureur spécial de la CREI? William, vous aviez suivi la version du procureur hier. 3 éléments majeurs qui interviennent dans, ma foi, je dois dire, un coup d'État. Il y a d'abord les commanditaires, donc le ou les commanditaires, on a le nom, les moyens, on a 1,5 milliard par terre. J'avoue que les images sont assez... Et puis, et puis on a... Les milliards vous intéressent? Ça ne vous intéresse pas, vous? 1 milliard. Sérieusement. À la conférence de presse du procureur, des collègues se sont rapprochés du procureur s'ils pouvaient prendre l'eau. Je crois qu'ils vont rejoindre Omeki là où il est gardé pour continuer à discuter. Oui, qu'est-ce que tout ça vous a inspiré? Primo, vous savez, moi certes, il faut avoir confiance en la justice de son pays, mais moi j'ai quelques réserves. Pour rien au monde, la justice qui est censée appliquer la loi ne doit biaiser les procédures, même si le porte-parole du gouvernement banalise ce fait dans son intervention, ne doit biaiser des procédures pour situer des responsabilités. Qu'on soit en cas de flagrance, en cas d'acte préparatoire d'un coup d'État, parce que jusque-là, ce n'est pas encore une tentative. Vous savez, une infraction se constitue avec des éléments précis. Jusque-là, et ça, on va attendre peut-être les premières auditions et ensuite les dépositions au procureur de la République et puis ensuite peut-être les premiers procès dans cette affaire. Pour rien au monde, parce que c'est l'atteinte à l'autorité de l'État ou un attentat à l'autorité de l'État ou quelque affaire que ce soit, pour rien au monde, notre droit positif nous permet de débarquer chez quelqu'un à 2 heures du matin. Vous savez, moi je dis... si c'est un scénario concocté depuis le 6 août pour accabler une personne ou l'autre, non, si c'est une évidence que des gens ont eu à l'initiative de commettre un des plus grands crimes de notre État, c'est-à-dire ce qui nous est le plus cher, l'acte de naissance sécurisé avec Scaner Anip de notre démocratie qu'on appelle la Constitution, les modes de dévolution du pouvoir qui y sont mis, de balayer tout cela pour faire place au chaos, au néant, à ce que nous avons refusé à la conférence nationale qui nous est chère dans notre histoire. Si c'est que de notre côté, ça aussi est passé par la tête des gens dans ce pays, il faut pouvoir utiliser les règles et les moyens adéquats prévus par les instruments. C'est-à-dire qu'il faut envoyer une convocation. Si éventuellement c'était vrai, qu'il faut envoyer une convocation. Non, en cas de flagrance, on n'envoie pas de convocation. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a une procédure en cas de flagrance. Je n'enseigne rien au code de procédure pénale, à Mario Metonou ou à toute la chaîne de justice. Mais que des individus soient pris dans leur maison à 2 heures du matin. Si c'est à 2 heures du matin qu'il y a la chance
qu'on ait de façon matérielle les preuves qui prouvent effectivement qu'on est en train de concocter ou de mettre en œuvre un plan qu'on a entamé, il vaut mieux l'arrêter tout de suite que d'attendre 6 h du matin ou 5 h du matin pour aller toquer à la porte comme quelqu'un qui livrait une pizza ou, c'est pas moi, le petit déjeuner. J'ai fait cette question que vous faites à un avocat hier qui me précisait qu'en fait, au portail de Omeki, à n'importe quelle heure, le véhicule pouvait être intercepté. Mais à son domicile, la brigade criminelle ne pouvait pas débarquer, quelle que soit l'évidence de la preuve qui pouvait être constituée à son domicile à cette heure-là. Ce sont des éléments quand même minimaux qu'on pourrait retrouver dans une procédure judiciaire. Et quand, vous me permettez de finir, s'il vous plaît, rapidement. Et si une procédure judiciaire doit tabler sur des événements si importants, je crois qu'il fallait y accorder du prix. Secondo, où est Omeki aujourd'hui? Le procureur ne l'a pas dit dans sa sortie. Olivier Bokor. Question de sécurité de sa personne peut-être. Même si c'est de sa personne, vous savez, au nom de ce... Même si quelqu'un a tué Jésus, retuait Jésus-Christ, il ressusciterait encore, j'en suis convaincu, certes. Mais même si quelqu'un tuait encore Jésus-Christ aujourd'hui, vous lisez l'article 17, l'article 18 de notre Constitution, la présomption d'innocence existe. Vous savez que jusque-là, Olivier Bokor n'a pas... Est-ce que c'est la présomption d'innocence qui évite... qui permet de mettre sur la place publique là où quelqu'un est gardé? Il faut assurer sa sécurité parce que les avocats disent qu'ils n'ont pas vu Olivier Bokor, qu'il ne mange pas, qu'il n'a pas de médicaments. Le procureur sort le lendemain, ne nous dit aucun élément là-dessus, nous montre plutôt le niveau de son instruction, parce qu'il ajoute que son instruction n'a pas abouti. Et ces inquiétudes qui demeurent. Vous savez, c'est arrivé dans l'affaire Rouvier, c'est arrivé plusieurs fois sous la gouvernance Talon. Parce que, vous me laissez finir, parce que ce qu'on veut montrer du doigt, il y a une patate peut-être trop chaude et trop brûlante, on balaie tout du revers de la main. Est-ce qu'on n'expose pas d'abord les éléments qu'on a à son niveau? Ça peut revenir que le procureur appelle encore les médias tout à l'heure même pour dire j'ai encore de nouveaux éléments. Là où il n'a pas l'élément où se trouve Olivier Bokor. Vous savez, nous avons vu les différentes preuves avancées par le procureur spécial de la Criette. J'ai vu le véhicule avec les sacs. Je crois que nous avons les images avec nous. J'ai vu le véhicule avec les sacs. C'est seulement les images. Nous avons également vu beaucoup de liasses de billets, de banques. Mais au niveau de la troisième image, j'avoue que je suis un peu perplexe. Je vais vous dire pourquoi. Le procureur spécial de la Criette a bien précisé, et je répète, je l'ai devant moi ici, on a bien dit que c'est dans ce cadre que dès le 6 août, je dis bien le 6 août 2024, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Bank Côte d'Ivoire au profit. Bref. Nous avons vu justement une image de téléphone portable avec un montant donné. Mais je suis un peu perplexe parce que je constate que ce virement a été fait le 1er septembre 2024 et son numéro de police expire le 1er septembre 2034, soit 10 ans. Mais maintenant, est-ce que je suis un ignorant des finances peut-être? Est-ce qu'on peut faire un virement sur un compte avant de le créer après? Je ne sais pas. Je pose la question comme citoyen lambda au procureur de nous expliquer ceci. Et Franck? Ben, moi, je laisse le soin à la justice d'éclairer les préoccupations de William sont légitimes. Les préoccupations de Ulrich sont légitimes. Mais ce à quoi moi je voudrais m'en tenir aujourd'hui, c'est que les avocats ont exprimé des inquiétudes parce que leurs clients qui ont été, disons, appréhendés, ils n'ont pas de leurs nouvelles, ils ne savent pas leur position exacte aujourd'hui et ils ne savent pas si ces clients-là sont bien traités. Ça, ce sont des préoccupations qu'on peut soulever à la face du monde. Maintenant, les vices de procédure, on est allé intercepter ou appréhender, arrêter Oromeki chez lui en compagnie d'autres personnes, on a fait une perquisition. Ensuite, la procédure. Je crois que le procureur, à sa décharge, moi, je peux comprendre un peu les déclarations qu'il a eu à faire, puisqu'il a dit, à cette étape de la procédure, voilà ce que je peux vous dire. Dès que j'aurai d'autres éléments, je reviendrai toujours pour vous donner les informations. C'est comme pour dire, écoutez, nous sommes en train toujours de fouiller, et même les officiers de police judiciaire qui ont été envoyés sur le terrain, nous n'étions pas là. Eux, ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent biaiser la procédure, ils peuvent commettre des actes qui portent en tosse à la procédure. Il reviendra maintenant
au procureur, en tout cas au niveau donc, du tribunal, au niveau de la cour, qu'on démontre tout cela et que les avocats des intéressés, des mises en cause, apportent les preuves que les procédures étaient effectivement biaisées. Le procureur peut vous dire après que si on ne le faisait pas à cet instant T-là, dans ces conditions, peut-être que les mises en cause se seraient échappées. Oui, Il peut vous dire, le démontrer par A plus B que c'est pourquoi en tout cas, l'opération a été menée dans de telles conditions. Les avocats peuvent apporter la preuve que leur client n'avait rien à se reprocher. Mais si on avait créé à un moment donné que éventuellement ceux qui seraient impliqués dans une affaire de tentative de coup d'État ou tout ce que vous voulez, ils ont la preuve que l'opération va se faire cette nuit, on a les moyens quand même d'encercler une maison et de ne pas laisser s'échapper quelqu'un. Et qu'au petit matin, qu'on puisse les arrêter. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la peine de suivre un peu, afin de prendre la patience, de suivre un peu la norme qu'il faut, afin qu'on ait, à travers les actes qu'on pose, la sincérité dans la procédure. Si le procureur est resté, disons, prudent sur cette question, parce que ne voulant pas répondre à tout ce que les avocats ont dit et toutes les questions que nous soulevons aujourd'hui, ce n'est pas à moi, journaliste, lui qui connaît le droit. Non, on pousse notre curiosité. C'est vrai que le sujet il est un peu difficile. Eric n'a pas encore parlé. Je vais finir. Si le procureur, lui, il est resté prudent sur la question, il ne s'y est pas attardé, moi je pense que nous devons garder également des proportions, nous devons rester également un peu réservés pour voir ce qui va parce que les avocats, là où ils sont, ils ne donnent plus. Et ils n'ont plus de... ils ont des honoraires à percevoir, c'est bien normal. Ils doivent se préparer pour les auditions. Vous savez, les questions de procédure judiciaire sont ce qu'elles sont. On vous parlera de contexte, de circonstances, n'est-ce pas, pour lesquelles il fallait rapidement agir dans le temps, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre la main sur des éléments de preuve. Après, nous ne parlons pas non plus d'une infraction ordinaire. On parle de l'atteinte à la sûreté de l'État, d'une tentative de coup d'État. Vous voyez un peu le niveau des choses. Donc, il faut peut-être comprendre les choses dans ce sens. Après, c'est peut-être de bons arguments pour les avocats de la défense de mettre en lumière, comment on dit, toute cette, ce qu'on peut identifier comme défaut de procédure, n'est-ce pas, à mettre dans leur défense. Et ils ont commencé par le dire, justement, déjà dès leur conférence de presse. Ils n'ont aucune idée de là où se trouve le client Olivier Bokor. Ils ne savent pas dans quel état où il se trouve en matière d'alimentation et de médicaments de soins, n'est-ce pas? Ils ont cité des articles qui accordent ce droit à un individu qui se trouve dans cette position. Après, nous savons que ce n'est que le début de feuilleton. Ça ne faisait pas même 24 heures quand ils sont intervenus. Après, nous savons que c'est le début d'un feuilleton. Ça ne va pas s'arrêter à demain. Et donc, c'est un bras de fer qui s'enclenche entre les avocats de la défense et puis le procureur spécial de la Criette. Donc, des conférences de presse, nous en aurons. On en aura suffisamment et beaucoup d'éléments. L'État, puissant soit-il, n'a pas le droit de prendre Tanguy Agoyi 2 heures de temps sans qu'on sache où il est. Oui, au nom de ça, que ce soit Tanguy Agoyi ou le petit enfant de 5 ans, ou, je ne sais pas, le numéro 2 de la République, la loi, c'est la loi. Et moi, je dis, je voudrais dire une chose. Vous allez me permettre de faire avancer le débat. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels il faut obligatoirement tabler. Oui. Si le procureur dit que la brigade criminelle a arrêté Olivier Bokor, c'est que le procureur, garant de l'ordre public, sait où est-ce qu'il est parce qu'il est aux mains des officiers de police judiciaire. Ne pas le dire. Est-ce que au nom de la... Enfin, au nom d'une raison d'État, on peut éviter de dire où est-ce qu'une personne existe. Je pense que nous ne sommes pas dans un cas de secret défense. Parce que j'ai vu quand même... Je pense que nous ne sommes pas dans un cas de secret défense. Oui. Alors vous ne savez rien. Absolument. J'ai dit que je pense. Et donc, le procureur même quand on parle de coup d'État, je voudrais dire une chose. Oui. Jusque-là, ce n'est pas une tentative de coup d'État. Même le procureur n'a pas employé tentative de coup d'État parce que une tentative ou une infraction, c'est au moins 3 éléments. Il y a l'élément intentionnel, l'élément légal et l'élément matériel. Aujourd'hui, même l'élément matériel n'est pas totalement établi.
Parce qu'une infraction, il y a le début d'exécution, il y a le désistement volontaire ou non volontaire. Et ça, je ne l'enseigne pas à Mario Méthodo, je ne le dis pas aux sachants droit. On va faire évoluer le débat, William. On va parler. Je n'ai plus vraiment le temps, William. Oui, mais vous ne pouvez pas me laisser commencer des choses que je n'achève pas au risque d'être... Vous avez le droit de dire des incongruités. Moi, je dis que au risque que nous rentrions dans du désordre, que des gens disparaissent et que 2-3 jours après, on l'a entendu. C'est pour une raison ou une autre. On l'a entendu. On a perdu de vue des gens, qu'ils aient commis même les crimes de lèse-majesté les plus odieux, les plus crapuleux. Un état de droit, c'est un état de droit. Ça s'intensifie, ça devient récurrent, et dans un état de droit, ça ne renforce pas. On l'a entendu lors de votre prise de parole. Vous aviez dit, il faut forcément qu'on nous dise, là où est Olivier Bokor, et qu'on respecte la procédure, qu'on ne débarque pas à 2 h du matin chez les individus. Ça, on l'a entendu, William. Il faut vraiment qu'on fasse évoluer le débat. Et le débat, le deuxième axe que je propose, c'est la version des avocats. Vous les aviez entendu. Eux-mêmes, ils avaient commencé à annoncer cette affaire de beaucoup d'argent. C'est une preuve matérielle, Franck. Oui, sauf que le procureur apportait plus de détails que les avocats des mises en cause en ont apporté. Eux, ils ont parlé d'un véhicule. Ils ont parlé d'un véhicule. Eux-mêmes, ils ont parlé de véhicule. Oui, ils ont parlé de véhicule. Et donc, moi, je pense que entre la déclaration des avocats et la déclaration du procureur Mario Méthodo, il y a eu un peu d'évolution. Parce qu'on a eu ici des preuves matérielles qui ont été, des images qui ont été mises à la disposition de la presse, qu'on a filmées, et ainsi de suite. Et donc, ça a permis d'étayer un peu les arguments avancés ou les déclarations avancées par le procureur. Je pense que les avocats sont dans leur rôle. Et c'est ce qu'ils vont faire jusqu'à la fin de ce dossier-là, jusqu'à ce que sentence soit prononcée, jusqu'à ce que l'affaire soit, enfin une décision soit prise au niveau de la criette. Ils seront dans leur rôle. Et c'est cela qui doit nous amener, nous, à être un peu prudents. Parce que eux, ils sont dans la logique de peut-être d'innocenter le client, de leur permettre de ne pas peut-être subir les rigueurs de la loi ou de pouvoir prouver. Ça, c'est leur job. Oui, ils vont faire leur job. Et donc, nous devons faire très attention lorsque nous avons des éléments à apprécier, savoir qui est dans tel rôle, qui est dans tel autre rôle. Cela nous permettra de faire un peu la part des choses. William? Quel que soit le rôle des acteurs dans une affaire judiciaire, il y a des faits. Et il y a le droit. Ces choses ne changent pas. Elles sont des évidences, elles sont écrites et versées au dossier. Au nom de ça, le journaliste table et analyse les faits. William, allons tout droit au but. Oui, la version des avocats. Je finis. Pas beaucoup de temps. Oui. Je vous comprends aussi. Allez-y. Au nom de ça, on s'intéresse aux faits. Oui. Et si on a une petite lecture à avoir vis-à-vis de la loi, on lit. Les avocats, pour moi, sont dans leur rôle. Ils sont payés pour ça. Mais ils disent des choses qui m'interpellent. Lesquelles? Les atteintes aux droits de l'homme. Par rapport, par exemple, au lieu de détention, je l'ai évoqué, ce que le procureur n'a pas élucidé, par rapport à ces médicaments. La Constitution dit que le médecin de son choix peut sauver quelqu'un. Est-ce que l'instruction a besoin d'évoluer avant qu'on sache ça? Est-ce que ça, ce n'est pas déjà un acquis? C'est pour cela qu'on vient nous dire... Seul le procureur peut nous dire. Le procureur juge de ce qu'il met sur la place publique en fonction de l'importance de l'élément à perturber l'ordre social ou non. Quelqu'un dans un état de droit, quand il est inculpé et cité dans un dossier. Je suppose que là, nous sommes dans un cas de flagrance parce qu'ils ont été pris, disons, la main dans le sac. Là, il y avait des manipulations d'argent. C'est donc votre lecture de la position des avocats. Ma lecture de la position des avocats, je finis là-dessus. Il faut aussi une chose. Vous savez, quand ils commençaient par avouer qu'il y avait de la manipulation d'argent, est-ce que cela voudra dire, parce qu'on n'a pas encore écouté, il n'y a pas encore des dépositions, est-ce que cela voudra dire qu'ils reconnaissent que les deux individus, ou soit M. Omeki ou soit M. Bokor, quelqu'un d'entre eux a voulu attenter à notre régime constitutionnel? Si c'est le cas, qu'ils s'attendent à ce que la loi du Bénin soit suffisamment appliquée sur ces individus. Oui, les avocats surtout. Parce que ils ont cité le numéraire, ils ont cité des circonstances, mais ils ont dit qu'ils ne savaient pas à peu près à combien montait... Oui, ils ne connaissent pas le montant, mais eux, ils ne nous ont pas dit ce qui était implicitement reproché à leur client. Est-ce qu'ils l'ont appris? Est-ce que le procureur le leur a dit? Ils ne l'ont pas dit. Parce que, qu'ils fassent économie de vérité ou non, si c'est que c'est pour un coup d'État
que leurs clients sont incriminés, il va falloir que l'ordre public du Bénin, écrit dans ces textes, puisse s'appliquer à eux. Parce que notre démocratie nous est trop chère, pour que pour des intérêts personnels et inavoués, des gens viennent écouter le mandat d'un chef d'État que tous les Béninois ont investi, même si c'était dans tout ça, ou je ne sais comment, que tous les Béninois ont investi. Attention, ça c'est l'état de droit, et j'y tiens de même que les principes et les procédures judiciaires. Non, les avocats, ils assurent la défense de leur client avec des arguments favorables à le client. Et je pense que les arguments sont-ils pertinents, ceux qu'ils ont présentés? Oui, déjà, ce qu'ils ont relevé au niveau de la procédure, on peut justement, comment on dit, estimer que l'autre, enfin du côté de l'appareil judiciaire, on a un peu exagéré. Quand on voit l'heure à laquelle on descend dans la maison de M. Osvaldo Meki, pendant que les dispositions précisent qu'à cette heure précise, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire irruption dans une résidence privée et bien d'autres articles qu'ils ont cités. Après, je pense que aussi, puisqu'ils n'ont pas eu davantage le temps de rencontrer le client pour vraiment l'écouter, pour avoir vraiment des informations dans notre déclaration, vous verrez qu'il y a eu très peu d'informations. On parle de numéraire parce que non plus n'avait pas encore une idée précise, peut-être du montant et à quoi va servir peut-être aussi cet argent. Je présume que c'était aussi à l'occasion de la conférence de presse du procureur qu'ils auront aussi un certain nombre d'éléments jusqu'à ce qu'on puisse leur permettre de rencontrer véritablement les personnes impliquées et prendre leur version et davantage préparer leur défense. Ce qui est sûr, c'était nous allons entendre tout, c'est-à-dire que de la bouche des avocats, nous aurons des arguments qui mettent en difficulté le procureur, bien entendu, pour assurer la défense de leur client. Ça va s'engager de cette façon. C'est en cela que j'adore la justice. On va utiliser le même code pénal, justement, oui, du côté du procureur comme du côté des avocats. Voir, notre professeur ici nous a déjà fait un bon cours ce matin. Oui. Je remercie William. Vous savez, les faits, le droit des tests sont une chose dans une procédure. L'autre chose, c'est également la ligne de défense, la stratégie qu'utilisent les avocats. Moi, j'ai suivi un film. C'est vrai que c'est un film. Le droit de tuer, il y avait un point d'interrogation à la fin. Mais il a fallu d'une histoire, une petite histoire racontée par l'avocat du Bizanco. C'était une affaire entre les Américains noirs et puis les gens de peau blanche. On a violé sa fille, il a tué le monsieur. Ensuite, il est venu pour qu'on juge l'affaire. Et tout s'était braqué contre lui. Mais l'avocat seul, il a fallu une toute petite histoire pour convaincre les jurys qui étaient là. Et le procès a été gagné en faveur de ce monsieur. C'est pour dire que les avocats ont plusieurs tours dans leur sac. Eux, ils vont garder la ligne de défense, ils vont réunir les éléments nécessaires pour convaincre tout le monde. Même William l'a souligné, si tant est que les éléments qu'ils ont cités eux-mêmes comme éléments matériels constatés sur le terrain sont des éléments qui concourent à un projet qui remet en cause l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'ils apportent de l'eau au moulin du procureur, et là ça va être vraiment sérieux. Allez, est-ce que cette affaire aura des répercussions dans le champ politique? On sait que, évidemment, l'homme dont on parle, Olivier Bokor, même si sur la place publique, il ne milite pas directement, on connaît très bien ses contacts dans le milieu politique, son influence sur les acteurs politiques. Osvaldo Meki, on le connaît, un jeune politique depuis des années, etc. On s'imagine bien que 2026 doit être un arrière-plan, Eric. Oui, et d'abord, la première conséquence, c'est que nous allons assister à une forme de fermeture de l'espace politique. Parce que, vous l'avez relevé, quand même Olivier Bokor, nous savons qu'autour de lui gravitent pratiquement tous les acteurs politiques, que ce soit même du côté de la mouvance, et quelques acteurs de l'opposition, selon quelques rumeurs, justement. Et donc, on va se poser des questions. Quand vous voyez du côté de la mouvance, ceux qui ont pu avoir accès à Patrice Talon en passant par Olivier Bokor devront choisir. Ceux qui ont connu peut-être Olivier Bokor en passant par Patrice Talon aussi devront choisir le camp. De quel côté on va se retrouver justement pour gérer cette affaire? Parce que d'une façon ou d'une autre, si vous avez bénéficié d'une promotion parce que M. Olivier Bokor vous a recommandé à Patrice Talon, et qui se retrouve dans une situation pareille, il y a quand même un choix à faire. Être solidaire de votre bienfaiteur dans le mal, il y a un choix à faire. Et après, cela va déterminer l'avenir politique de l'ensemble de ces acteurs pour 2026.
quand ils feront un choix, justement. Et c'est ça le plus dur. Et c'est peut-être ce qui a fait que, depuis que cette affaire a commencé, il y a ce silence. C'est vrai qu'à partir d'hier, on a commencé par lire des communiqués de plusieurs partis politiques. Je pense que c'est le service minimum dans ce genre de situation. Mais dans le fond, véritablement, je ne vois pas une action, que ce soit en faveur d'un camp ou en défaveur d'un autre. On est observateur et puis le chapitre se déroule. Le riche. Oui, M. Clay, il y a beaucoup de choses. Politique. Impact politique, il y aura beaucoup de choses. Contrairement à Eric, je ne vois pas le champ politique se fermer. Je vois plutôt maintenant une grande ouverture, en ce sens que, au début, on remarquait beaucoup plus une guerre autour du président Patrice Talon, et chacun se disait, chacun s'autoproclamait d'une certaine manière son dauphin. Et aujourd'hui, quand on constate que l'un des probables dauphins se retrouve en difficulté, ou en porte-à-faux avec celui à qui il veut succéder, on se dit directement que les portes sont ouvertes ailleurs. Parce que encore dans le champ politique, toujours au sein de la mouvance, on ne voyait que Obé a priori et d'autres personnes plus ou moins. Mais beaucoup plus maintenant, vous allez voir, d'autres noms vont commencer par sortir parce qu'ils vont chercher, parce que ceux-là aussi voulaient se faire remarquer. Ils vont commencer par se faire représenter. Il y a des places qu'il ne faut pas prendre. Pardon. Non, c'est pas une question de place à prendre ou à ne pas prendre. C'est une volonté politique et c'est une volonté, c'est un engagement. Celui qui veut le faire, il le fera et il le fera de son propre chef. De l'autre côté, quand vous regardez, parce que 2026, nous avons des joutes électorales qui sont assez sensibles. Quand on fait face à 2026, on regarde du côté de l'opposition, ceux-là qui sont de l'autre côté, qui tout le temps fusillent le gouvernement en place. On se demande qui, au niveau de la mouvance aujourd'hui, fera véritablement le poids face à l'opposition qui aujourd'hui aussi ne sort pas réellement un véritable challenger. Donc, je dis que le champ est vraiment ouvert là, nous sommes actuellement. Le champ est très ouvert. William, la rupture s'écroule. Si Dayan n'est plus à bord de l'appareil... vous n'allez pas être alarmiste. Je ne suis pas alarmiste, c'est une évidence. Notamment par rapport à une question de succession, parce que je dis question de succession parce que un peu plus tôt, des gens suscitaient sa candidature et se dédisaient le lendemain. Si aujourd'hui, notamment pour succession, Omeki s'en va et qu'aujourd'hui Olivier Boko aussi, où ils fomentent entre eux un coup d'État pour en arriver là, et que le torchon brûlait évidemment encore à ce rythme entre Boko et Talon, c'est que la rupture est en train de s'écrouler et elle jouera les cartes de survivance dans cette agonie. Ensuite, les détracteurs prépareront le terrain. Donc, à son corps défendant, Patrice Talon sera obligé de parler 2026 avant 6 mois. Un peu plus tôt, il sera contraint de faire jeu franc parce que c'est l'opacité peut-être de 2026 qui amène. Qu'est-ce qui l'y obligerait si lui peut-être il a un schéma dans lequel ne se retrouvent pas les acteurs dont vous aviez cité les noms et qui sont plus vraiment en mesure de se mettre en selle. La scène politique chamboule parce que vous n'ignorez pas l'influence d'Olivier Boko sur les acteurs politiques en présence. La fronde pressentie au Parlement depuis la révision constitutionnelle, telle une nuée, a tourné et est en train de tomber, peut-être en train de jeter ses premières gouttes en gros nuages. Et là-dessus, quand sera le déclic réel, personne n'en a une idée, mais on sent le déclic imminent. De l'autre point de vue, il y a une chose. Pour ceux qui ont les appétits de présidentiel, des gens qui s'en prennent au chef d'État, ouvertement ou non, ou qui sont cités comme tels et qui prennent le pouvoir après, je ne sais pas combien ils préservent les libertés. Donc ceux qui ont des appétits présidentiels et qui pensent que c'est à travers des coups d'État ou c'est en s'en prenant à l'ordre constitutionnel, on ne vient pas régner sur un pays qu'on avait... On a déjà évacué cet aspect. Oui, Franck. Les implications au plan politique, moi je vois qu'il y aura une sorte d'explosion de l'arène politique. Ah ouais? Oui, il y aura une sorte d'explosion. Vous avez vu le silence total de la journée du mardi? Oui, et c'est bien normal. Ah oui? Ce silence, vous allez l'observer jusqu'à un moment donné et après, chacun prendra son envol. Oui, c'est normal. Parce qu'il y en a qui ont été surpris par ce qu'il s'est passé, peut-être des plus proches de Omeki ou de Olivier Boko, si tant est que Olivier Boko avait une telle influence, je suis sûr qu'il y aurait eu déjà quelques signes de ce qui devrait
lui est arrivé. Si tant est qu'il est numéro 2 et qu'il a assumé pendant 8 ans, ça veut dire qu'il avait il avait quand même des moyens de renseignement à sa disposition. Et donc, ce qui s'est passé là, il aurait eu déjà quelques signes. Deuxième chose, c'est le choix du successeur par Patrice Talon, de son successeur par Patrice Talon. Ça devient davantage un casse-tête. Mais moi, je me réserve beaucoup au plan politique. Vous allez voir dans les prochains jours, une autre affaire peut venir, puisque les Béninois sont assez amnésiques. Pour détourner encore. Ah non, c'est pas amnésique que ça. Non, les Béninois sont amnésiques. Tout peuple oublie vite. On s'accroche aux événements politiques, on les commente, on fait tout dans notre vie, on fait tout. Maintenant, il y en a qui vont jouer le tout pour le tout parce que Patrice Talon est en fin de mandat. Et je me dis que la succession de Patrice Talon, ça devient de jour en jour une énigme que je ne sais pas qui pourra résoudre, je ne sais quoi. Est-ce que c'est Patrice Talon lui-même, est-ce que c'est ses proches? Il a encore les cartes en main, je crois. Il doit être le seul maître du jeu actuellement. Mais à mesure que nous allons approcher 2026. Que dites-vous? Il est 9h02, je dois arrêter en principe. 3 déjà. Mais oui, 3 déjà. Mais que dites-vous justement de ceux qui pensent, enfin, de ceux qui n'y croient pas, de ceux qui sont sceptiques, de ceux qui pensent que là, on est en train de se jouer de nous? Et oui, peut-être pour positionner quelqu'un. On ne peut pas les en vouloir, parce que avec toutes les questions qu'on se pose, on a très peu de réponses. Les théories de complot, qui entourent parfois les coups de force, nous avons une belle histoire là-dessus. Et donc c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'opinion, on continue par observer ce qui se passe comme un scénario. Parce qu'on se dit, nous parlons de deux grands amis qui se connaissent depuis de longues dates, qui ont traversé beaucoup d'épreuves par le passé sous Bounouyaï, qui ont gagné le pouvoir et qui ont exercé le pouvoir. Et donc c'est trop beau pour que ça soit vrai, quoi. Voilà. Donc on peut avoir vraiment cette pensée. C'est bien possible que pourquoi je n'ai pas affirmé. Je me pose la question parce que vous savez, même les amateurs ne font pas les coups de force avec les commandants de garde républicains. Donc, il y a un peu de hollywoodisme par endroit et on est bien. Les réalités ne se ressemblent peut-être pas. Je suis d'accord. C'est pour ça que nous sommes sur un plateau de télévision. Nous édifions la démocratie au nom de cela. Nous n'avons pas à dire à bas du revers de la main ce qu'une justice présumée crédible vient dire à la mais on a nos appréhensions qui sont très subjectives peut-être, mais qui sont toutes personnelles. Le riche? Oui, je l'avais dit tantôt. Parce que c'est un scénario? Oui, je l'avais dit tantôt. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un scénario parce qu'ils se disent que, étant donné que celui dont on parle est un ami, ou je dirais plutôt un frère très proche. Et Franck l'a rappelé sur ce plateau, il a bien dit. L'autre l'avait bien dit. Même dans l'obscurité, outre mon épouse, c'est la seule personne qui puisse me donner à manger. Ce qui veut dire que c'est un très proche. Et on se dit, a priori, étant donné que le régime est finissant et qu'il y a une guerre interne de leadership pour succéder au Grand Manitou, on se demande maintenant qui est en train d'être positionné. Dans cette guerre de positionnement, qui peut être aussi accepté par le peuple, parce qu'il y a deux aspects. Un, positionner quelqu'un, l'autre, positionner celui qui sera accepté par le peuple. Et de plus en plus, quand vous regardez le peuple béninois, vous allez remarquer que c'est un peuple qui adore l'euphorie, qui adore le sensationnel. Et quand on crée le sensationnel autour... Tous les peuples sont comme ça. Quand on crée le sensationnel autour de quelqu'un, la personne devient maintenant l'idole du peuple. Et à partir de cet instant-là, cette personne est portée par le peuple. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le peuple se demande, est-ce qu'on n'est pas en train de nous donner cette image-là d'un OB qui est qui a des difficultés, alors il faut l'accompagner. C'est possible. Ça sent mauvais. Ah ouais, pourquoi? Oui, ça sent mauvais. Mais l'air, il est tranquille ici. Oui, ça sent mauvais dans l'arène politique, tout simplement parce que si, moins de 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État, pour tout ce que le chef de l'État ou ses partisans, tout ce qu'ils ont réussi à bâtir, si des gens proches comme ça, des gens qui ont participé à la gestion de l'État
on en vienne comme ça à une bruit qui éclate. Moi, je dis ça sent mauvais. Oui, et ça c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on a vu un schéma similaire. Patrice Talon et Boni Yayi se sont bien entendus pendant les 7 premières années. Ils ont été très proches, grands amis. Quelqu'un a mis l'argent sur la table, l'autre est allé sur le terrain pour aller prendre le pouvoir. Et puis après, ils se sont brouillés. On a entendu des affaires de coup d'État, on a entendu des affaires d'empoisonnement. Quelqu'un est allé à l'exil, l'autre est revenu prendre le pouvoir. Et puis ça s'est tassé. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais vous avez vu, Boni Yayi, son camp, ils ont perdu le pouvoir. Et après, tout ce qui est politiquement construit autour de lui, ça s'est écroulé. Et mieux, c'est que à un moment donné, on s'est dit, notre misère, c'est à cause de Boni Yayi. On a entendu ça dans ce pays. C'est pour dire que si on doit sauvegarder les acquis de 10 ans de Patrice Talon, nous devons faire attention, savoir raison garder et trouver le moyen pour que cela ne tombe pas sur la tête de la rupture, tout simplement parce que le problème de la succession va se poser et ça va être très difficile à régler par, disons, ceux qui ont les précurseurs même de la rupture. Les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Mais avant de partir, demandez pardon avec moi à William, le réalisateur, et à Hippolyte. Sinon, je sais qu'il m'attend à la sortie du studio et je vais bien protéger ma tête pour pas recevoir. Pour destituer ton guide Actu Matin. Et vous allez être complice, vous êtes des proches amis quand même. Premier impliqué. Ah oui? Sérieusement? Je découvre très aussi. Il faut les milliards. Si vous regardez l'argent, si vous regardez l'argent. Parle de milliards. C'est lui.